Donc, nous voilà rendus au complexe de l'épaule. Donc, un peu le même principe qu'on a fait avec la hanche. On va parler un peu d'anatomie fonctionnelle. On va regarder nos tests de dépistage, ensuite notre évaluation tissu mou, notre évaluation, notre clearing articulaire fonctionnel. Et ensuite, passer à travers notre intervention pour le complexe de l'épaule. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont chevaucher. Comme je vous ai dit, tout ça est très relié. Donc, au niveau de l'épaule, si on revient à nos concepts de Yanda avec son upper cross syndrome, oui, on va souvent voir des gens avec la fameuse projection de la tête vers l'avant, les épaules enroulées, la syphose thoracique. Si on observe ça au niveau de la posture debout, ça peut vouloir dire qu'il y a une facilitation, une relation de facilitation-inhibition. Et généralement, par expérience, bien évidemment, oui, des muscles comme les pectoraux, les trapèzes supérieurs, les muscles antérieurs, souvent de la chaîne antérieure, biceps, etc., vont être très facilités. Donc, facile à identifier, à recruter, à utiliser. Seuil d'irritabilité bas, je le répète, donc c'est le go-to muscle que la personne va utiliser pour travailler. Et ça va avoir un impact sur le positionnement de la scapula. Bon, c'est la fonction scapulaire, en fait, qui va assurer la fonction gléno-humérale. Donc, quand on se retrouve avec des problèmes au niveau de l'épaule, de l'articulation gléno-humérale, il faut souvent aller regarder notre fonction scapulaire, qui va être très impactée par les relations de facilitation-inhibition. Si on parle de muscles qui sont inhibés, qui ne sont pas en mesure de s'activer de façon suffisante pour contribuer à un mouvement, pour contribuer de façon significative à un mouvement. On parle de notre trapèze inférieur, notre serratus, c'est des choses qu'on a souvent entendues, les fléchisseurs cervicaux profonds, mais ce sont aussi des muscles, là, si on parle du serratus, trapèze inférieur, des muscles qui sont très importants pour le mouvement de la scapula. Okay? Le mouvement, positionnement de la scapula qui doit assurer notre point d'ancrage fixe pour le mouvement de notre extrémité supérieure. Donc, on va parler beaucoup, surtout dans le bloc activation, dans la séquence activation de notre intervention, d'exercices qui peuvent amener une conscience à ces muscles-là et non juste dire un exercice qui sollicite mon trapèze inférieur, mais amener la personne à comprendre comment il travaille mon trapèze inférieur pour assurer le positionnement de ma scapula. Et on va mettre beaucoup de conscience là-dessus initialement pour que dans le temps, ça devienne inconscient comme ça devrait l'être. Okay? Mais on va amener ces correctifs-là dans notre modèle, dans notre stratégie qui permet un apprentissage moteur, dans le fond. Donc oui, on a une relation en croisée au niveau que vous pouvez voir à l'écran, upper cross syndrome, au niveau pectoraux, trapèze supérieur versus serratus, trapèze inférieur, fléchisseurs cervicaux profonds. Des choses qu'on veut travailler, mais il y a aussi une relation en croisée dans le plan un petit peu plus postérieur au niveau de la scapula, justement, que vous pouvez voir sur l'autre diapositive. Donc, une relation agoniste-antagoniste entre les rhomboïdes et le serratus antérieur. Le fameux serratus antérieur que déjà j'ai dit qui était plus inhibé, plus difficile à identifier, à recruter, à contracter. Et les rhomboïdes qui, eux, sont très facilités parce que ça fait des années qu'on dit aux gens « squeeze tes omoplates ». Et vous m'avez probablement déjà entendu dire que je déteste les cues qui sont surutilisés ou qui sont utilisés sans contexte parce que si je fais juste focusser sur squeezer mes omoplates, ça peut m'amener dans toutes sortes de positions qui ne sont pas, en fait, optimales. Ceci dit, rhomboïdes sont généralement plus facilités et le serratus plus inhibé. Et d'ailleurs, souvent, les exercices, quand je parlais de sélectionner les bons exercices, ceux qu'on va utiliser pour cibler le serratus, c'est le press away, ces genres d'exercices-là qui vont travailler la fonction de protraction du serratus, qui est importante, oui. Par contre, c'est un exercice qui va aussi projeter notre épaule vers l'avant, qui ne vient pas contribuer nécessairement à notre mouvement fondamental, qui est d'arriver à une position stable en overhead. Ce qu'il faut travailler, c'est aussi sur la rotation latérale de la scapula, la upward rotation qu'on dit en français, cette rotation-là qui amène la glène à faire face supérieure. Donc, ça, c'est la relation aussi qu'on veut comprendre qui est un petit peu perturbée au niveau facilitation-inhibition.
Il faut aussi parler du thoracique et on a déjà vu que l'extension thoracique était importante quand on a parlé du complexe de la hanche et on va le revoir au niveau de l'épaule parce que pour aller chercher notre flexion complète, l'extension thoracique est importante et ça jusqu'à environ T6. Okay? Donc, si effectivement on a quelqu'un en posture debout, qu'on voit qu'il y a une posture en syphose, puis qu'on doute qu'il y a de la rigidité là, c'est sûr que ça va impacter le mouvement de l'épaule. Ça, on va le voir ressortir dans nos tests de screening, dépistage et dans notre évaluation subséquente. Donc, vous allez voir à l'écran, l'élévation bilatérale des épaules et le rythme scapulo-huméral, ce sont nos deux tests de dépistage. Il y a une cascade de mouvements normales pour arriver à une position overhead stable. Je vais faire venir Valérie. Dans le fond, quand on demande à notre client de, je vais te mettre de côté à la caméra, de lever les bras, les garder le plus près de la tête possible, puis de les lever jusqu'en haut, bras tendus, il y a une cascade de mouvements normales, c'est-à-dire, on va aller chercher, tu sais, le premier 170 degrés, on va aller le chercher relativement facilement. Le dernier 10 degrés nécessite une action des extenseurs thoraciques, c'est pour ça que j'ai parlé d'extension thoracique, et une action des muscles qui sont responsables de la bascule postérieure de la scapula, soit dit en passant, serratus antérieur, trapèze inférieur. Donc, c'est pour ça que ces muscles-là sont importants. Et étant donné que, je vais juste te tourner un petit peu, étant donné qu'ici, je crée un moment en extension, bien, j'ai besoin d'avoir une réactivité au niveau de la sangle abdominale antérieure pour me ramener, pour contrebalancer ce moment-là en extension. Sinon, je vais me retrouver cambré. Ça marche? Et donc, évidemment, si je dois être capable de contrôler ça, ça implique du mouvement au niveau du bassin. C'est pour ça que je vous dis que vous allez commencer à voir comment tout est relié. Si je suis quelqu'un qui a tendance à barrer mon bassin vers l'avant, nécessairement, je n'aurai pas ce contrôle-là. Ça ne veut pas dire que, tu as une extension au niveau lombaire, ça veut dire que tu manques de mobilité des épaules. Parce que c'est souvent, tu peux redescendre, c'est souvent la conclusion que les gens font. Si elle lève ses bras jusqu'en haut, puis là, elle fait une hyper-extension, on saute à la conclusion que c'est parce qu'elle manque de mobilité aux épaules, puis on tire sur les épaules. Mais on n'est pas allé évaluer, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est juste qu'elle manque de stabilité pour avoir une réactivité au niveau de la sangle abdominale antérieure. Donc, il faut, je vais vous montrer des vidéos après aussi pour voir ça, il faut regarder les deux. Donc, premier test de screening qu'on va faire, élévation bilatérale des épaules. Je vais te le refaire faire dos à la caméra. Excellent. Donc, on y va. Elle va faire son élévation, elle monte jusqu'en haut. Donc, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que, bon, effectivement, est-ce que là, ça pleine amplitude de mouvement? Biceps en ligne, au moins avec les oreilles. Est-ce qu'elle projette la tête vers l'avant? Est-ce qu'il y a plus d'élévation d'un côté que de l'autre? Est-ce qu'on voit une bonne rotation latérale des omoplates avec une bascule postérieure? C'est tous les éléments qu'on veut aller apercevoir. Est-ce qu'au niveau thoracique, j'ai une bonne extension? Je me retrouve flat ou en extension? Je suis sortie de ma syphose si j'avais vu dans la posture debout que c'était arrondi un peu. Et d'ailleurs, dans une courbature normale, il y a une légère syphose au niveau thoracique. Donc, c'est ce qu'on veut apercevoir. Évidemment, de côté, on va pouvoir aller vérifier est-ce que j'ai mon contrôle en avant abdominal. Okay? Donc, c'est les choses qu'on veut aller voir. Tu peux redescendre. Et comme je vous dis, pour les gens que c'est très beau pour Valérie, pour les gens qui ont quelque chose à apercevoir, les low-hanging fruit, on va les voir assez facilement. Okay? Deuxième test de dépistage, on va le faire de dos. On fait la même chose, mais là, on va ouvrir vers l'extérieur jusqu'en haut pour amener les paumes ensemble en haut. Donc, encore là, on veut voir une rotation latérale. Il devrait avoir 60 degrés de rotation latérale de la scapula, ce qui veut dire que l'angle inférieur devrait se retrouver en ligne avec l'aisselle, okay, pour la scapula. Est-ce que j'ai ma pleine amplitude de mouvement? Et surtout sur le retour. Donc, quand elle va redescendre, est-ce qu'il y a un bon contrôle? Est-ce que j'ai une scapula qui descend plus rapidement? Est-ce que j'ai
du décollement excessif au niveau de la scapula. Ça, c'est les choses qu'on veut observer au niveau du test d'abduction des épaules, qui nous permet de voir, oui, le rythme scapulo-huméral qu'on pourrait mesurer, sans rentrer dans les détails du rythme scapulo-huméral. Ce que vous voulez vous assurer, c'est que quand la personne débute son abduction, qu'elle ne fait pas un shrug des épaules. Ça serait indicatif d'un rythme scapulo-huméral qui est perturbé. Donc, la personne va utiliser le trapèze, l'élévateur de la scapula pour lever, pour aller chercher son mouvement d'abduction. Okay? Ou vous allez voir une scapula qui bouge beaucoup trop rapidement. Mais généralement, si vous voyez, puis encore là, j'ai des vidéos pour vous parce que souvent sur les modèles, ça va très bien. Si vous voyez une scapula qui descend rapidement à un moment donné sur le retour ou des trucs comme ça, ça peut démontrer une dyskinésie scapulaire, ce qui n'est pas rare dans le cas d'une blessure, d'un historique de blessure et des trucs comme ça. Okay? Donc, on va pouvoir aller apercevoir ça, merci Valérie, sur nos vidéos. Donc, à l'écran à gauche, vous avez un premier client qui fait son extension, son élévation bilatérale des épaules. Et là, on va voir il va le refaire, là. On va voir un cas typique de un manque d'amplitude. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a pas son 180 degrés. Si on regarde au niveau thoracique, vous pouvez voir que ça reste en flexion. Vous pouvez voir qu'au niveau du bassin, il est un peu basculé. Il y a un petit, déjà, vous pouvez voir un genre de petit pivot segmentaire que vous pouvez imaginer qu'il y aurait si on faisait le test d'extension multisegmentaire. Puis là, tu sais, je vous donne encore là une vision de comment tout ça est relié. Okay? Donc, il y a beaucoup de rigidité au niveau thoracique, très peu de mouvement au niveau thoracique à ce niveau-là. Je vous montre un cas différent, la vidéo de droite. Quelqu'un qui pensait manquer de mobilité des épaules. Et là, si on regarde à la fin de son mouvement, en fait, son amplitude de mouvement est bonne, mais si vous voyez son alignement lorsqu'il est en haut, et on va refaire jouer la vidéo, si vous voyez son alignement lorsqu'il est en haut, s'il y avait un poids en haut de la tête, lui, sa plainte, c'était qu'il échappait ses poids quand il faisait des snatchs ou des mouvements au-dessus de la tête. C'est parce que son centre de gravité n'est pas bien placé. Donc, quand ses mains sont au-dessus de sa tête, ils sont derrière son bassin. Donc, avec ce client-là, c'était plus une question de contrôle au niveau bassin. C'était plus une question de où est-ce qu'il plaçait son centre de masse sur ses pieds, beaucoup plus qu'un réel problème au niveau mobilité de l'épaule, bien qu'il y avait des petites choses à corriger. Prochaine diapo, le genre de choses que vous pouvez voir sur le test d'abduction des épaules, donc la vidéo de gauche. Regardez dans le cercle noir, quand cette omoplate-là va redescendre, donc quand le bras va redescendre, on va voir une scapula qui fait un petit saut à un moment donné à la fin d'amplitude versus l'autre. On peut refaire jouer. Et ensuite, dans la vidéo de droite, c'est un petit peu plus tard. Le mouvement est plus rapide, mais on voit plus d'égalité au niveau des scapulas et plus de petits mouvements, de petits sursauts de la scapula. Donc, juste pour que vous puissiez apercevoir qu'est-ce qu'on voit. Dernière image, c'est une photo. Parce que dans les tests d'évaluation des tissus mous, on va regarder le test de longueur pour le petit pec, mais ça ne sort pas souvent, ou c'est difficile de voir réellement qu'est-ce qui est problématique versus non. Alors, quand je dis que l'épaule demeure projetée vers l'avant en position couchée, là, vous pouvez le voir sur l'épaule de gauche versus l'épaule droite, comment elle reste projetée vers l'avant. Donc, souvent, ça peut être relié à un petit pec qui est très tendu. Test qu'on va voir dans la prochaine leçon, dans l'évaluation des tissus mous.